Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à cet amas légal. Ça faisait un petit bout de temps. La dernière fois, en plus, on a été coupé. Bien, j'espère que tout le monde va bien. Ici, bien, ça bosse, mais il pleut. Voilà, un bon démarrage pour un week-end. Voilà, je suis ravie de voir qu'il y a du monde là qui arrive pour l'AMA. C'est top, c'est sympa, surtout pour un vendredi soir de long week-end. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence. J'ai fait une petite présentation pour remettre un petit peu les basiques en place et essayer de clarifier un petit peu tout ce qu'on a fait au niveau legal. Ça veut dire quoi le legal chez POC.me, ce que je fais, comment j'occupe mes journées. Et puis que vous puissiez voir un petit peu voilà, le travail que ça représente, l'innovation que ça peut représenter, et puis tous les projets en cours au niveau juridique. Voilà. Alors je demandais juste à Gaë si tu peux passer le premier slide. Cool, merci. Bonjour. Alors, il faut remonter. Alors je lis en même temps. Hein. Bonjour, bonjour Jules. Bonjour Quentin. Bonjour, bonjour. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, vous êtes nombreux en plus. Ça fait plaisir à voir. Merci. Gaë est trop rapide. Ouais, je sais. Gaë est super rapide. Bien. Alors, je me suis dit que j'allais faire en effet une présentation un petit peu générale. Ne vous inquiétez pas, vous ne devriez pas trop souffrir. Donc, on va commencer par l'overview. C'est quoi le legal chez POC.me? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait d'abord du contrat. Voilà, alors le contrat, eh bien, ça veut dire tous les contrats commerciaux, mais aussi les contrats tech, donc de développement par exemple, ou tout ce qui est les prestataires externes. Voilà, ça tombe sur ma table. Les CGU, les conditions générales d'utilisation, ça aussi, c'est du legal. Et petit point quand même sur les CGU, il y a eu un gros effort qui a été fait, puisque je ne pense pas que vous trouviez ailleurs, dans d'autres CGU, une définition aussi poussée des NFT. On s'est vraiment creusé pour avoir une bonne définition de NFT, sachant que ça n'existe pas en droit. Donc on a vraiment poussé l'exercice à l'extrême, c'est l'innovation. Donc les CGU, ça fait partie du travail de legal. Tout ce qui est les accords de confidentialité, parce qu'il nous en faut, évidemment, on ne peut pas tout divulguer, on peut faire de la transparence, mais tout divulguer, ce n'est pas bon pour la boîte, ce n'est pas bon pour le projet non plus. Et je suis vraiment la personne qui maintient le plus la confidentialité, c'est important, ça fait partie du patrimoine informationnel de la boîte. Les autorisations de droit à l'image que vous connaissez également, si vous êtes créateur, eh bien, on demande des autorisations de droit à l'image, comme j'ai pu avoir en demander des salariés pour pouvoir publier des photos ou même faire cet amas. Aujourd'hui, j'ai dû donner mon autorisation. Les contrats d'ambassadeurs, nos ambassadeurs ont signé des contrats. J'ai participé à une bonne partie des réunions avec eux pour pas que expliquer le contrat, mais faire en sorte que mes contrats soient compréhensibles et soient simples et soient accessibles et que les gens se sentent à l'aise avec. Faire un contrat qui est illisible pour les ambassadeurs, ça n'avait absolument aucun intérêt. Tout ce qui est les projets type le Poke and Play, carte bleue, Metaverse, tout ça, ça tombe aussi sur ma table et c'est ce qui fait voilà, du contrat. C'est ce qui tombe sous le contrat. Alors ensuite, il y a toute la partie conformité. Alors quand je parle moi de conformité, c'est tout ce qui est RGPD. RGPD, c'est le règlement général de protection des données personnelles. Donc c'est tout ce qui touche à la protection des données personnelles des uns et des autres. Donc il faut déjà les identifier, les uns et les autres. Ça va être les données personnelles des créateurs, ça va être les données personnelles des utilisateurs. Et ces données, eh bien, il faut les protéger parce que ce sont des données extrêmement sensibles, puisqu'elles peuvent nous donner des indications sur l'orientation sexuelle, sur les préférences sexuelles. Et à ce titre, c'est ce qu'on qualifie comme données très sensibles. Et donc, il y a un gros travail qui est fait dessus, notamment grâce à Romane, qui travaille avec moi, ma stagiaire, que je salue, qui, je pense, est là également. Donc, toute la partie données perso, qui nous occupe bien, vous y pensez bien, parce que sur la blockchain, les données personnelles, c'est quand même assez récent. Et la dernière prise de position de la CNIL, c'était en 2019 sur le sujet. Voilà, donc autant vous dire qu'on s'amuse beaucoup. Ensuite, sur la partie compliance, toujours en conformité, la compliance.
LCBFT. LCBFT, ça veut dire quoi? Ça veut dire la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Eh bien, il faut savoir que quand on est une plateforme qui traite avec des actifs numériques, donc des NFT comme nous, eh bien, dès la première transaction, on a l'obligation de connaître nos clients. Alors, ça veut dire quoi, connaître son client? Eh bien, ça veut dire faire des KYC. Voilà, donc c'est ces identifications. Et ça, c'est une obligation légale. Donc, le KYC, je ne peux pas faire autrement, malheureusement. Et tout ça, c'est de la compliance. Donc, ça sert à éviter tout ce qui est blanchiment et financement du terrorisme. Au titre de la conformité, on va bientôt avoir un très bel outil là, qui est un outil de compliance sur les wallets et sur les transactions, qui va nous permettre de faire des investigations sur les transactions comme sur les wallets. Et le gros avantage, c'est qu'on a un potentiel d'investigation énorme et pour éventuellement sortir des wallets qui seraient polluées ou des transactions polluées. Donc, quand on nous dit aujourd'hui que le risque de blanchiment d'argent sur la crypto est bien plus élevé que sur du fiat, j'en doute très fortement, très fortement. Voilà. En tout cas, on a des outils qui sont vraiment intéressants sur le sujet et qui vont nous permettre de faire en sorte que cette plateforme soit vraiment clean. Et ça, c'est vraiment l'objectif. Je poursuis avec de la réglementation. Je vois Romane qui est là, donc coucou Romane également. Voilà. Sur la partie réglementation, réglementation, je vais mettre dedans tout ce qui est le plus 18. Et là, c'est tout simplement du pénal, hein, le plus 18. Vous avez dû suivre récemment tout ce qui est paru dans la presse, sur aussi bien les actions en justice, et notamment l'Arcom, qui s'est fait renvoyer dans ces 22 parce qu'il y a eu un vice de procédure, notamment. Donc le plus 18, c'est en effet une problématique c'est une contrainte, qui n'en est pas une, qui doit faire partie du design même de la plateforme. Et comme c'est du pénal, vous pensez bien qu'on y fait extrêmement attention. Alors, la question, on en est où avec le marketing USA? Écoute, je finis avec le legal et puis après on verra. J'espère pouvoir te répondre, mais en fait je pense pas sur le marketing, c'est pas du tout mon domaine. Sur la partie, donc je continue réglementation, réglementation sur tout ce qui est ICO, la réglementation est quand même assez récente. En fait, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est du code de la consommation, donc il a fallu bien être dans les lignes, donc ça c'est passé, c'est fait. Réglementation sur tout ce qui est crypto ou blockchain, comme vous le savez, il n'y a pas grand-chose quand même. Il y a eu la loi Pacte 2019, donc on se met dedans, hein, puisqu'on a considéré que les NFT étaient des actifs numériques. Et par conséquent, on est en train de finaliser notre enregistrement comme prestataire de services sur actifs numériques auprès de l'AMF. Donc l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. L'intérêt d'être régulé par une autorité et d'avoir cet agrément, c'est vraiment de pouvoir dire qu'on a une plateforme qui est clean, qui remplit toutes les contraintes légales et qui ne contient pas de risque particulier pour les utilisateurs et également pour tous nos partenaires. Demain, ce sera plus simple pour nous, si on a l'agrément PSAN, d'aller rencontrer certains partenaires, surtout à l'étranger, puisqu'on aura cette licence. Donc il y a quand même un enjeu assez important sur cette procédure. En effet, Ebus, oui, on a lancé une procédure PSAN. Il y a un quart d'heure, 20 minutes, j'étais encore en call avec notre personne qui nous conseille, notre compliance officer. Juste en quelques mots, c'est quoi un agrément PSAN? C'est démontrer qu'on a un bon gros programme de compliance, donc qu'on met en place des KYC, des KYB et autres, hein, pour lutter contre le blanchiment et financement du terrorisme. C'est démontrer une politique de cybersécurité aussi. Et c'est montrer patte blanche pour toute l'équipe. Désigner une équipe, j'ai tous les CV
à donner, les casiers judiciaires, tout ça, tout ça. Donc c'est vraiment, on est décortiqué des pieds à la tête. Mais voilà, c'est beaucoup de boulot maintenant. Mais par contre, ça nous permet de tout remettre à plat. Là, on va avoir une belle cartographie des risques aussi. Enfin, c'est important pour bien construire la boîte sur des bonnes bases et être sain, finalement. Avoir une boîte qui est vraiment saine et qui peut jouer dans la catégorie comme un acteur des marchés financiers. On pourra jouer dans cette même catégorie-là et ça, c'est important. Ensuite, oui, la propriété intellectuelle, ça aussi, c'est une réglementation que je dois prendre en compte pour nos créateurs. La propriété intellectuelle, c'est un sujet qui nous a occupés dès le départ, puisque la plateforme est partie du postulat du créateur, de la vision du créateur. Et pour moi, le créateur, il a des droits. Donc ces droits, ça commence par ses droits d'auteur, tout simplement, ses droits à l'image, ses droits d'auteur. Et tout ça, ce n'est pas une question juste de les valoriser en termes financiers, mais c'est les valoriser en termes contractuels et faire prendre conscience aux créateurs qui disposent de ces droits, qui sont maîtres de leurs droits. Et rien que ça, déjà, c'est un enjeu pour nous, clairement, comme on se place vraiment côté créateur. Donc la propriété intellectuelle, ça nous a également occupé dans le cadre du certificat, j'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure. Ce certificat qui est pareil, une très belle innovation de POC.ME et je reviendrai dessus ensuite. En termes de réglementation, eh bien, je vais également avoir tout ce qui concerne les jeux, le marketing, la communication, parce qu'en effet, communication, on ne peut pas non plus dire tout et n'importe quoi. On ne peut pas avoir des propos dénigrants vis-à-vis de concurrents ou qui que ce soit. Donc la communication doit aussi être modérée et mesurer nos propos si on veut être un acteur économique reconnu, évidemment. Et enfin, j'ai mis métaverse dans la réglementation. Alors c'est un petit peu une blague, métaverse dans la réglementation, puisqu'il n'y a pas de réglementation sur le métaverse à proprement parler. Par contre, il y a des conditions générales de Sandbox ou Decentraland, et c'est ça la réglementation métaverse, ce sont les conditions générales, tout simplement. Et puis, il faut mixer avec un petit peu de NFT. Donc, je pense que maintenant, on a créé une bonne expertise dessus, on ose y aller, et comme sur les NFT, s'il n'y a rien, c'est pas grave, nous, on le crée, on procède par analogie, par des choses qu'on connaît déjà, et puis on applique à des principes, à beaucoup de bon sens juridique, qui n'est pas forcément le bon sens commun, hein, je précise, mais on part de ces principes, et puis on arrive à en tirer quelque chose qui nous semble cohérent, et on tente. Voilà. Donc le métaverse fait également partie des choses qui vont m'occuper. Une partie peut-être un peu moins drôle, c'est toute la partie corporate qui occupe aussi un petit peu. Donc corporate, c'est quoi? Eh bien, c'est toute la vie et la gouvernance de la société. Ça va être faire attention que les statuts soient respectés. Ça va être organiser des assemblées générales. Ça va être tout ça, voilà. Ça, il faut s'assurer que l'adresse soit toujours la bonne dans tous les papiers. Il faut s'assurer que j'ai toujours tous les bons papiers qui vont bien, les registres, des décisions, des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu moins drôle, mais ça fait partie du job. Et j'essaye de lire en même temps ce que vous me dites. On peut encore douter. Ça, c'est gentil. Très pro. Ah bah ça va alors, ça me rassure. Moins marrant mais essentiel. Exact, c'est moins marrant le corporate mais essentiel. Et tout ce qui est les registres, la bonne tenue de la boîte, c'est comme mon collègue Jean-Baptiste, JB, hein, qui est aux finances. Voilà, il faut bien tout tenir, que tout soit bien carré, cadré. Et qu'on n'ait pas de souci à se faire de ce côté-là parce qu'on en a déjà suffisamment. On joue déjà suffisamment avec des concepts abstraits. Pour ce qu'on sait, ce qu'on connaît déjà, autant qu'on le maîtrise très bien. Voilà. Ensuite, je vais avoir une partie intéressante qui est tout ce qui est prévention, formation et sensibilisation. Prévention, ça concerne beaucoup tout ce qui touche aux données personnelles. Il faut absolument que je forme, mais c'est presque au jour le jour, et en plus de formation ponctuelle et pour toutes les équipes, je forme sur des sujets qui sont extrêmement importants et qui vont toucher
donc aux données perso, qui vont toucher à la compliance. Il faut quand même expliquer aux gens en interne pourquoi est-ce qu'on fait tous ces KYC, à quoi ça sert, pourquoi est-ce que j'estime qu'un cas de blanchiment, c'est préjudiciable à la boîte dans son ensemble. Et c'est ça qui est important, c'est que ce sont que des mécanismes qui ont l'air comme ça d'être des énormes contraintes, mais qui en fait sont là pour faire en sorte que la société vive et que le projet vive normalement. Donc c'est vraiment des indispensables et pour ça, eh bien, il faut sensibiliser les gens et il faut vraiment qu'ils aient ces petits réflexes. Un petit réflexe de type, j'ai un tableau Excel avec plein d'adresses de wallet dedans, eh bien non, je ne le partage pas avec tout le monde. Moi, j'essaye d'intégrer le principe ici, comme dans la série Le Bureau des légendes. Est-ce que vous avez besoin d'en connaître? Voilà. Eh bien non, il y a des documents, non. On n'a pas tous besoin d'en connaître. Donc on va limiter un maximum la propagation d'informations, même en interne, par respect pour les personnes qui sont concernées, et puis parce que c'est la loi, tout simplement. Donc c'est juste des bonnes pratiques. Alors, le système de paiement, eh bien, on verra. J'essaie de lire en même temps. Traitant des sujets soit une excellente chose. Alors, je pense que renouveler des passages dans des émissions de TV traitant de sujets préventifs serait une excellente chose. J'ai partagé le documentaire qui a été récemment. Oui, oui, en effet, sur le plus 18, vous avez vu donc le 7 à 8 sur TF1. Voilà, c'était ma première télé. À propos du Yoti, exactement. Donc sur la prévention, formation, sensibilisation, il y a pas mal de sujets. Je vous disais, c'est vraiment, ça fait partie de toute la politique de compliance, de faire en sorte que tout le monde soit vraiment dans le même bateau et puisse comprendre le pourquoi on fait les choses. Et à partir du moment où on explique pourquoi on fait les choses, ça passe tout de suite bien mieux. C'est le gros défi du juridique de manière générale. Ensuite, eh bien, il y a le fonds de dotation. Alors le fonds de dotation, il me manque le nom du fonds de dotation. Dès que j'ai le nom, je peux l'enregistrer. Voilà, on en est là sur le fonds de dotation. À midi, j'ai encore vu quelqu'un avec un super projet et qu'on va accompagner. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais ça touche au plaisir féminin, à l'éducation au plaisir féminin. Voilà, quelqu'un de super qui a une très belle boîte et on va faire des belles choses ensemble au titre du fonds de dotation. Il me manque le nom de ce fonds de dotation. Voilà. Next slide, s'il te plaît, Gay. Merci. Alors, je regarde en même temps. C'est le wallet de charité. Exactement, c'est le Charity Wallet. Tout à fait. C'est ça. C'est le Charity Wallet. Alors maintenant, je voulais juste m'arrêter 2 secondes sur les innovations POC.me parce qu'il y a un collègue, il n'y a pas longtemps ici, qui m'a dit mais Marie, on fait des trucs super, mais on ne communique pas dessus. Et on a fait des innovations, on ne communique pas dessus. C'est vrai que bon, le temps n'aide pas, mais je me suis dit, c'est vrai qu'on va peut-être essayer de mettre en avant un petit peu ce qu'on fait parce qu'on a fait des trucs assez top, quoi. De vraies innovations, de la vraie recherche et développement juridique. Donc les innovations POC.me, eh bien, on est parti du créateur et de ses droits. C'était ça, moi, mon postulat de départ. C'est ça mon intérêt. Déjà, on a commencé par définir ce qu'est un NFT. Alors, juste petit rappel, c'est quoi un NFT? Le NFT n'est pas le contenu. Le NFT, c'est le titre de propriété. Mais ce n'est pas le contenu. C'est le titre de propriété de la maison, mais ce n'est pas la maison. C'est 2 choses différentes. Donc ça, c'est vraiment... Alors c'est très conceptuel, j'en conviens, mais le NFT, ce n'est qu'un titre. Ce n'est qu'une suite de lettres et de chiffres, mais ce n'est pas la photo ou la vidéo. Et ça, il faut être bien clair dessus. Et c'est ce qu'on s'est vraiment attaché à faire. Et c'est pour ça que, comme vous n'avez qu'un titre de propriété sur le contenu, il faut bien attacher à ce contenu un certificat. Il faut bien lier le NFT à ce contenu. Donc on a créé un certificat qui vient expliquer quels sont les droits qui vont avec ce NFT sur tel contenu. Il est important de bien définir le contenu dans ce certificat pour qu'on puisse dire, dans ce certificat, normalement, il est indiqué, eh bien voilà, tel contenu
qui contient telle photo avec telle personne qui fait ci, ça, 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 eh bien, on a tel ou tel droit dessus. Sans ce certificat, franchement, je ne sais pas à quoi sert un NFT. Voilà, c'est un NFT qui n'a rien au bout. Donc même vous, par ailleurs, dans ce que vous faites, par ailleurs sur d'autres NFT, assurez-vous d'avoir les droits qui vont avec sur l'objet qu'il y a au bout. Et ça, c'est vraiment important. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ce certificat, non pas parce qu'il nous a coûté du temps et de l'énergie, mais c'est surtout pour vous assurer de vos droits en tant que propriétaire de NFT. C'est vraiment ça. Et ça assure également les droits des créateurs, évidemment, puisque ça veut dire qu'il y a une base légale qui permet à un créateur de dire, eh bien, je donne mes droits à telle personne. Et il y a des royalties. Voilà. Ça, c'est la troisième chose. C'est intégrer des royalties, intégrer un droit de suite. Ce qui veut dire qu'un créateur, il a aujourd'hui la possibilité d'avoir des royalties sur toute la durée de vie de son NFT. Ce qui est quand même génial, parce que jusqu'à aujourd'hui, eh bien, finalement, voilà, on vendait en one-shot sa photo, sa vidéo, et puis elle était peut-être revendue. Alors pour ceux qui ont connu la VHS, ben voilà, on se revendait la vidéo sous le manteau, et puis les créateurs n'avaient rien, ce qui est quand même bien dommage. C'est pas juste surtout. Donc c'est normal qu'ils touchent des royalties sur leur travail et sur toute la durée d'exploitation de leur travail. C'est tout à fait normal. Donc, oui, De Vinci il aurait kiffé. Oui, il serait milliardaire, forcément. Donc, le fait d'intégrer les royalties, je pense que c'est très sain. Et pour moi, ça allait de soi. À partir du moment où on a une chaîne, hein, on a cette traçabilité. Après, les créateurs peuvent choisir. S'ils ne veulent pas en mettre des royalties, c'est leur point. Mais je trouve ça quand même plus juste que d'avoir juste des acquéreurs et sous-acquéreurs qui continuent à exploiter une œuvre sans rémunérer justement des créateurs. Alors ensuite, en parlant d'exploitation, eh bien, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre que acheter un NFT ? Eh bien, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas le louer ? Voilà. Donc, on a lancé le Poke and Play et aujourd'hui, on peut donc louer du NFT et ce qui permet, là aussi, donc de garantir en plus aux créateurs de toucher des royalties sur des contenus qui sont loués. Ce qui est plutôt assez innovant. En VOD, vous allez avoir ça. Sur les plateformes, je pense qu'ils touchent quand même quelque chose. Mais lorsque vous achetez un NFT et qu'ensuite vous le mettez vous en Poke and Play, eh bien là aussi, vous allez permettre au créateur de toucher une juste rémunération pour son travail, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En termes de chaîne de valeur, je trouve qu'on est plutôt bien. Ensuite, ah oui, j'ai fait ça aussi, proposer des modèles de release en B2B. Pourquoi ? Parce qu'on a de plus en plus de photographes, de professionnels qui me disent, voilà, moi j'ai des collections de photos et j'aimerais bien les poster chez vous. Ce qui nous pose ce qui m'a posé un gros problème au départ, parce que comment avoir l'accord des modèles sur tout ça ? J'ai eu des releases qui me sont arrivées qui dataient de 2016-2017. Je ne savais pas si les personnes étaient consentantes, je ne savais pas si les photos qu'ils nous donnaient étaient bien celles qui étaient liées à la release. Donc c'est quand même très compliqué quand on se retrouve face à ce genre de situation. Et on a donc décidé de proposer des modèles de release. Donc on a toujours cette identification forte en plus du professionnel, qui fait que déjà ça limite pas mal en termes d'envie de faire des grosses bêtises. Donc ça c'est bien. Et ensuite il a un document qui est prêt à l'emploi et qui explique exactement au modèle et au professionnel ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, comment se comporter et comment ça se passe pour poster ensuite sur POCME. Donc on a essayé vraiment de cadrer le truc, parce que moi, recevoir des releases qui datent de 2016, non, je ne sais pas si la personne qui était prise en photo est toujours d'accord. Je ne sais même pas si elle était d'accord à l'époque en plus.
c'est un risque que je ne veux pas prendre, moi, à titre perso, j'ai envie de dormir la nuit, tout le monde ici, et c'est un risque que je ne veux pas faire prendre à la boîte. C'est un risque pour la société. Et ça, nous, on ne l'assume pas. Voilà. Donc, en proposant des modèles, on se dit que ça peut permettre aussi de créer un écosystème qui soit un petit peu plus, voilà, augmenter un petit peu le niveau, quoi. Voilà, c'était l'idée. Et puis ensuite, j'ai regardé pas mal des auditions qui ont eu lieu au Sénat, à la délégation aux droits des femmes du Sénat, et les actrices, réalisatrices qui sont intervenues, parce que c'était 4 femmes, ont toutes fait part de leur problème de la durée de l'exploitation. Parce que il y en a beaucoup des modèles qui disent voilà, au bout de 5-10 ans, j'ai plus envie de retrouver une scène que j'ai faite une fois, ok, mais j'ai plus envie de la voir. Moi, ça me gâche ma vie, ça m'empêche de trouver un job. Enfin, voilà, ça peut être extrêmement impactant dans la vie d'une personne. Et donc, on a commencé à réfléchir parce qu'on s'est dit oui, mais bon, on est sur une blockchain, on ne peut pas supprimer des NFT, donc comment est-ce qu'on pourrait faire et de là, on s'est dit si, on peut burner un NFT et comme il y a le certificat qui va avec, on va mettre une durée avec. Voilà. Donc ça, pareil, c'est une innovation dans l'industrie, de donner une durée d'exploitation parce que jusqu'à présent, la durée d'exploitation, c'était ad vitam. Donc tu tournes une fois une séance et puis tu l'as à vie. Donc c'est quand même, en termes de droits des personnes et respect de la personne et de son intimité, non, c'est pas ce qu'on fait de mieux du tout. Alors je lis en même temps, c'est le droit à l'oubli en gros, exactement. Ouais, alors le droit à l'oubli c'est autre chose, ça se passe sur internet, tout ça. Nous malheureusement on peut intervenir sur tout ce qui se passe sur notre plateforme, on sait faire. Ce qui se passe en dehors de la plateforme, malheureusement, on ne gère pas. Voilà. Et on est nombreux à ne pas gérer. C'est monsieur Google ou voilà. C'est un peu plus compliqué. Mais tout ce qui se passe chez nous, ça, on le gère. Si on a quelqu'un qui nous dit il faut supprimer mon contenu, je ne veux plus qu'il apparaisse sur la plateforme, c'est une donnée qui est tellement sensible, on ne se voit pas de dire non, on garde. Enfin non, quoi, c'est pas possible. Après, pour l'acquéreur, l'acquéreur, là, il y a un contrat avec une durée d'exploitation. Et voilà. Mais donc c'est l'équivalent du droit à l'oubli, mais sur la blockchain. Voilà. C'est pour répondre à la question. C'est un petit peu ça. Comment ça va se passer pour l'acheteur? Alors pour l'acheteur, lui, il va toujours avoir ce NFT. On ne peut pas lui retirer le NFT, il est chez lui. Il a très bien pu faire un screen, il a peut-être le contenu avec lui. Mais par contre, il a un certificat avec une durée indiquée à l'intérieur. S'il exploite, par exemple, il revend au-delà de la durée, donc contrairement à ce qui est indiqué dans son certificat, il viole son certificat, il viole un contrat. Et donc là, j'ai un créateur qui a tous les moyens d'aller devant un juge, voilà, de contacter un avocat et de dire non mais non, c'est pas possible. Ce contenu, il avait une durée, c'est fini, on ne peut plus l'exploiter. Est-ce que nous, PogMe, on va pouvoir aller chez les gens et leur dire vous arrêtez de regarder la vidéo? Non. Je reprends l'exemple de la VHS à l'époque. Ce qui se passait quand on retirait un contenu, on les retirait de la vente. Mais les cassettes se passaient, sous le manteau, malheureusement, mais au moins on les retirait de la vente. On les retirait des systèmes de distribution. Là, c'est exactement ce qu'on essaye de faire, mais avec du digital. Voilà, tout simplement. Enfin, simplement, non, c'est pas très simple. Mais le token va-t-il remonter un jour? Ça ne dépend pas de moi, ça dépend un peu des utilisateurs, j'ai envie de dire. Quelle est la durée typiquement? Ça, on aimerait bien laisser le choix aux créateurs. 3, 5, 7, 10 ans, 15 ans, à voir. L'idée, c'est pas de dire non, tu ne pourras plus l'admirer chez toi. L'idée, c'est de dire tu ne pourras plus le revendre après. C'est quelque chose qu'on ne veut plus que ça puisse circuler ensuite, parce que si ça circule, ça peut être préjudiciable au créateur, qui lui, dès le départ, avait donné son accord, mais pour une durée limitée. Alors, moi qui pensais que ça allait être 30 minutes, je me demande si on a terminé avant que je sois plus
Et non, désolé, Guidren, je dure un petit peu plus. Bon, je parle beaucoup, je m'enflamme. Propre à chaque créateur. Oui, moi j'aimerais bien que chaque créateur puisse décider finalement de la durée. Voilà. Si on peut passer au prochain slide, parce que sinon Guidren, il va, il va louper l'apéro. Donc on part du créateur tout en gérant les contraintes de compliance. Donc les comptes, alors juste pour rappel, je vous l'ai dit au départ, mais la compliance, c'est vraiment la lutte contre le blanchiment et le financement, blanchiment d'argent, financement du terrorisme, ce qu'on dit le LCBFT, et donc l'obligation de connaître ses clients, le KYC, voilà. Et ça, faut se rendre compte que tous les partenaires qu'on a depuis le début, que ce soit les bourses, que ce soit les prestataires pour la CB, que ce soit les banques, les assurances, l'AMF ou autres, tous nous demandent quelle est notre politique de compliance. Et la politique de compliance, c'est vous avez quoi comme KYC, vous avez quoi comme KYB, comment vous connaissez tous vos clients, comment est-ce que vous vous assurez qu'il n'y a pas de blanchiment sur votre plateforme. C'est clairement le sujet. Donc, c'est une contrainte, mais c'est quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur. Et si on veut exister, il faut le prendre en compte. Voilà. Alors, mise en place, oui, donc ce que je vous disais, donc mise en place des KYB, KYC pour les créateurs. Oui, double objectif, en effet, des KYB, KYC, c'est que nous, ça nous permet également de valider l'âge. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et aussi, quand on identifie les gens, ça évite d'avoir des contenus illégaux. Donc, ça limite le travail de la modération. Pour le moment, des contenus vraiment illégaux, je parle vraiment, voilà, tout ce qu'il peut y avoir de pire et d'une main que vous pouvez imaginer, on n'en a pas. On n'en a pas parce qu'on identifie les créateurs, tout simplement. Et ça, c'est une sécurité en plus, et pour nous, et pour vous, et pour les créateurs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Je vous parlais tout au départ de la mise en place des KYW et KYT, donc Know Your Wallet, Know Your Transaction, qui vont nous permettre de faire de très très belles investigations sur les wallets. Customer particulier, ouais, business pro, pardon. Le KYB, je me demande à quoi ça ressemble et les pièces qui doivent être fournies. Alors, oui, j'imagine que j'ai de la concurrence avec Federer Nadal. Voilà. Désolée, je ne suis pas tennis. Alors, les pièces pour un KYB, ça va être plus complexe. On va demander, classiquement, on va demander un extrait du registre de commerce. Alors, ça peut être en France, mais ça peut être à l'étranger. Donc, il faut qu'on arrive à analyser ça. Mais on a aussi une très belle plateforme qui nous permet de faire un scoring. C'est une plateforme qui est très reconnue dans les KYB et qui va screener justement les personnes et les sociétés. Donc ça nous facilite pas mal, mais assez classiquement, on va demander un extrait KBIS. Et puis, ce qui se fait beaucoup aussi aujourd'hui, c'est les bénéficiaires effectifs. Donc toutes les personnes qui détiennent plus de 25% de la société. Voilà. C'est classiquement ce qu'on prend. Bon, ok, on part sur Federer. Désolée. Alors, je continue, j'essaie de suivre sur la suite. Eh bien, comme je vous disais, donc peu de contenus illégaux et la modération aussi, c'est vraiment un indispensable. C'est ce qui fait que contrairement à d'autres plateformes, on ne peut pas dire on n'est que hébergeur. Nous ne sommes pas que des hébergeurs, on est également, comme on fait de la modération, on a souhaité faire de la modération pour être sûr des contenus et s'assurer que les contenus étaient légaux. À partir de ce moment-là, on n'est plus que des hébergeurs et auquel cas, on a plus de responsabilités. Voilà. Donc, on estime que du fait de la sensibilité des contenus, on ne peut pas juste se contenter de mettre une plateforme à disposition et puis gentiment, sans laver les mains de ce qu'il y a dessus. Et donc, c'est plus de boulot, mais c'est ce qui fait aussi on a une plateforme avec des contenus avec lesquels on arrive mieux à dormir la nuit. Voilà. Gaë, je veux bien la suite.
tu as l'autre. Moi, il n'est pas encore arrivé. Ah, super. Alors, j'arrive aux questions. Alors, j'en ai une dans le chat déjà. Un utilisateur a demandé si une créatrice pouvait mettre du contenu du NFT sur une autre plateforme. Est-ce légal? Alors, nous, ce qu'on demande, c'est quand même que le contenu soit exclusif. Parce que sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Sinon, autant aller faire du contenu sur d'autres plateformes, en effet. Mais l'intérêt d'un NFT, c'est qu'il soit quand même exclusif, unique. Si vous mettez un contenu sur la plateforme, vous le mintez, super, c'est un NFT, mais par contre, je peux le retrouver ailleurs, bah, ça n'a absolument aucun intérêt. Le NFT, pour rappel, c'est la rareté qu'on cherche. Si c'est pour le retrouver ailleurs, ça ne sert à rien. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, c'est pas que c'est illégal, hein, c'est juste que c'est contraire à nos conditions générales d'utilisation qui ont été rédigées pour que ça fasse un peu de sens. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai reçu plein de questions et ça c'est très très sympa, donc je vais essayer de les parcourir toutes. Alors, vous êtes en contact avec des associations féministes, oui, et pas qu'un peu. Quels sont leurs avis sur la direction prise par POCMI? Certaines de celles-ci sont anti-porno. Y a-t-il un risque qu'elles parasitent les débats? Alors, oui, je suis très en contact avec des associations féministes, puisque moi, je suis très engagée sur le sujet. Très, très engagée, voilà. Donc, leurs avis sur... Vous savez, j'ai affaire à des personnes... Alors, au tout début, honnêtement, c'était compliqué pour moi, au mois de juillet. Quand je suis arrivée, c'était un petit peu compliqué d'expliquer le projet au sein de mes associations féministes. Et puis, petit à petit, que la plateforme et puis la vision qu'on avait de cette plateforme, plus ça commençait à prendre vie, plus ça prenait du sens. Et du coup, à partir du moment où ça fait du sens aussi, et surtout au niveau juridique, moi c'est pour ça, hein, c'est l'intérêt du juridique là-dedans, c'est vraiment de garantir les droits des personnes. À partir de ce moment-là, c'est un discours qui s'entend très bien, même par les associations féministes. Donc le discours maintenant, il est clair, et c'est exactement celui que je vous présente depuis tout à l'heure. Je vois ça d'un point de vue juridique. D'un point de vue juridique, je remets le créateur au centre. Je me rends compte qu'il a des droits. Hein, et là, je remets du droit là où il n'y en a pas beaucoup. Pareil, les utilisateurs, juste, c'est faire attention aux gens, qu'ils soient bien traités, que ce soit utilisateurs ou créateurs, hein, et qu'ils soient respectés dans leurs droits. Point. À partir de là, je ne vois pas pourquoi ça devrait nous impacter, voilà, enfin, leurs avis. Après, si elles ont un avis sur la pornographie, soit, j'ai envie de dire, tout le monde a un avis, tant mieux, voilà, tant mieux, tant pis, je m'en fiche. La pornographie, jusqu'à présent, c'est légal. Le jour où ce sera illégal, eh bien, elles pourront avoir un autre avis, très bien, mais jusqu'à présent, tout va bien. Et sur les féministes, les réponses que j'ai eues la plupart du temps, c'était « Ah ouais, non mais c'est clair qu'il y a tellement de boulot dans ce domaine-là, c'est bien que tu t'en occupes. » Voilà, c'est à peu près la réponse que j'ai. Celles qui sont anti-porno, parce qu'il y en a, oui, elles peuvent parasiter le débat, mais la meilleure réponse à leur donner, c'est que jusqu'à présent, bien c'est légal. Voilà, c'est légal et ça constitue quand même une bonne partie des requêtes sur Internet. Donc à un moment, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt et arrêter l'hypocrisie. Voilà, j'espère avoir répondu. Donc il y a un droit à l'oubli sur les productions porno, c'est le cas que deviendrait le NFT. Oui, bah ça donc on a vu tout à l'heure donc sur la durée d'exploitation, la limitation. Donc ça j'espère que j'ai pu clarifier un petit peu ce point, cette innovation de burner un NFT et faire en sorte que dans le certificat ce soit cohérent avec une durée et que le créateur il ait une base légale pour dire voilà, j'ai un contrat qui dit que 2, 3, 4, 5 ou 10 ans et ce ne sera pas plus. Voilà. J'arrive après sur la question du Sénat. En effet, il y a un point ensuite. Yoti a été accepté en Allemagne pour la vérification d'âge. Alors,
Yoti a été accepté dans différentes autorités en Angleterre et en Allemagne. Yoti existe déjà depuis 7 ans, je crois, hein, c'est ça, oui, quelque chose comme ça, 7 ans. Et vous me dites la solution prévue par la solution Pokken Connect. Alors pour le moment, on apprend énormément de choses avec Yoti et ça se passe super bien. Donc on continue comme ça. Pour le moment, il n'y a pas de raison d'en changer. Voilà. Sur le Pokken Connect, je pense qu'on a, on a quand même beaucoup de sujets actuellement. Et tant que ça se passe bien avec Yoti et qu'on continue d'apprendre avec Yoti, je pense qu'on va continuer, on va éviter de trop se disperser. J'ai une question. Allons-nous retrouver POCMI sur le Metaverse agrégateur Terminal 18? Je n'ai rien compris. Merci. Je ne sais pas. La question d'ensuite. La régulation à venir est-elle un danger pour POCMI? Comment la plateforme se prépare pour être la plus compliante possible? Je pense que déjà, on fait pas mal de choses. En effet, il n'y a pas de régulation. On est un peu sans filet, mais pas complètement. Comme je vous disais, je procède par analogie. Et on adopte vraiment les meilleures pratiques du marché. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait nous reprocher dès lors qu'on applique vraiment les meilleures pratiques du marché et qu'on le fait dans le respect des droits des personnes. Ça, c'est vraiment c'est le Graal, le respect du droit des personnes. Et à partir de ce moment-là, on devrait y arriver. Alors, Yoti est une solution vendue par POCMI. Alors, non, Yoti, c'est une société qui est totalement indépendante, qui est en Angleterre. C'est une chouette boîte voilà, anglaise, ils sont complètement indépendants. On n'est que clients, nous sommes clients de Yoti, point. C'est tout. Et ça se passe super. Voilà. Yoti rémunéré en Pokken, j'en sais rien. Franchement, je ne sais plus, mais pourquoi pas. Enfin, je ne sais pas du tout. Alors ensuite, ouais, Gaël, tu peux changer de page. On va peut-être tenir en 1 heure. Hein. Alors, quelles sont les futures problématiques légales que POCMI pourrait rencontrer? Je dois avouer que j'ai pas voulu réfléchir à cette question parce que je me suis dit, si je vais y penser, ça va me tomber dessus. Donc, et j'en ai suffisamment, vraiment. J'en ai suffisamment pour le moment des problématiques légales ou pas encore légales, pas encore régulées. Donc là, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire, eh bien, que le plus 18 soit interdit, je ne sais pas du tout. Non, très sérieusement, je ne vois pas les futures problématiques. On a surtout des problématiques actuelles qui sont en train d'évoluer dans le bon sens. Et on prend la vague. Voilà, il y en a déjà trop, exactement, Jules, merci. Alors, la question du Sénat, donc la fameuse question du Sénat. J'ai suivi les auditions de Jackie Michel et de Dorcel. J'ai suivi les auditions même avant, celles où il y a eu les sociologues, les chercheurs, les psys, juristes, voilà. C'était extrêmement intéressant. Après, comment dire, je ne veux pas dire que je n'attacherai pas plus de valeur que ça, mais comme a dit Ovidie très justement lors de son audition, elle a dit, vous savez, moi je suis venue pas préparée parce que je suis auditionnée depuis des années et de toute façon ça ne change rien. Bon, donc, bon, je ne pense pas qu'on en tirera grand-chose. Définitivement, les personnes présentes à la délégation du droit des femmes étaient foncièrement anti-porn. Définitivement, c'était des personnes qui n'étaient pas juristes et qui ont traité de choses qui relèvent du droit. Donc c'est un petit peu dommage, parce qu'on tombe souvent à côté. Voilà, donc j'ai un avis qui n'est pas forcément très très bon sur ce qui s'est passé. Alors là, je lis en même temps, non, ça ne me concerne pas. Voilà mon avis sur les auditions actuelles du Sénat. Ce qui est très drôle quand même, c'est que l'un des enjeux de cette délégation du droit des femmes, là, enfin de ces auditions, elles étaient très, très vindicatrices à dire, mais voilà, la pornographie égale prostitution.
C'était vraiment le mot d'ordre. C'était essayer de ranger la pornographie dans la prostitution pour rendre le tout un petit peu illégal, quoi. Si on pouvait, ça les arrangeait bien. Et il y a même eu ce statement très fort de dire mais la pornographie, c'est la prostitution industrialisée. Voilà. Bon, donc c'était quand même déjà, c'était complètement faux, mais bon, bref. Et ce qui est très drôle, c'est que le 18 mai, la Cour de cassation, en sa chambre criminelle, a décidé que les cameuses n'étaient pas des prostituées parce que la prostitution requiert un contact physique. Donc, c'est un peu une bombe au niveau juridique. Il faut savoir que la Cour de cassation ne s'était pas prononcée sur la définition de la prostitution depuis 1996, donc avant Internet. Là, c'est une première, c'est la Cour de casse, donc je devrais là bientôt rédiger un petit article dessus et je me ferai naturellement une joie de soumettre cet article à la délégation aux droits des femmes du Sénat pour leur rappeler que la prostitution requiert un contact physique et auquel cas la pornographie n'est pas concernée et que j'ai naturellement hâte de lire leur rapport. Voilà. Donc comme ça, vous avez tous les éléments, mais c'est vrai qu'il faut que je rédige quelque chose sur cet arrêt qui est extrêmement important, voilà, puisque la Cour de casse ne s'était pas prononcée dessus depuis avant Internet. Alors, je passe à la suivante. En termes de droit international, est-ce que cela complexifie la mise en place d'activités de l'entreprise aux US et en Asie? Ah bah oui, c'est sûr. Déjà aux US, rien qu'aux US, là, pour être compliant avec le droit américain, je ne vous parle même pas du droit de la consommation aux États-Unis, c'est une horreur, il va falloir revoir une bonne partie de mes conditions générales. Voilà. Et ça, c'est dur. Ça, c'est un petit peu plus dur. Et d'ailleurs, sur les conditions générales, je vous reprécise un élément super important en termes d'innovation, et parce que j'ai mal lu tout à l'heure. On a quand même fait un site dédié d'informations juridiques. Il s'appelle legal.pocme.com. Donc le contenu a été plugué à l'intérieur, mais c'est Romane, donc ma stagiaire, qui s'en est occupée, qui a fait tout le design, qui a fait ses accordéons pour permettre plus de lisibilité, qui a fait ses bulles. Enfin, voilà, c'est quand même un gros travail. On a vraiment essayé de faire un gros travail de lisibilité parce que moi, mon objectif, c'est que le droit soit compréhensible. C'est la base. Le droit, il faut qu'il soit accessible à tout le monde. Sinon, c'est un petit peu dommage de passer à côté de ses droits quand même. Donc voilà, désolé la précision un peu tardive, mais en termes d'innovation, voilà, on a fait ça aussi dans les innovations de POCMI. Alors je reviens sur la partie internationale. Il y a Romane qui est en ligne, voilà, donc encore une fois, big up en Romane, exactement, elle mérite. Donc aux US et en Asie, en parlant d'Asie, les grandes lignes, les lois liées au contenu pour adultes et le statut des modèles. Alors là, je botte en touche complet. Je sais que c'est différent. Notamment au Japon, il y a un problème avec les poils pubiens. Voilà, c'est tout ce que je sais. J'en sais pas plus. On fera appel à des experts au moment venu. Là, on se concentre déjà sur les US. Voilà. Ce sera déjà une bonne chose. Ouais, c'est très particulier le Japon en effet. Alors, comment lutter contre les réseaux de proxénètes et de prostitution? Là, c'est en effet un défi. C'est un défi, mais c'est du contrôle en fait. On peut faire que ça. La première chose, c'est d'identifier les créateurs. Et rien qu'un bon... Vous savez, le proxénète qui va remplir un KYC, bah quand même, il sera un peu gonflé. C'est des coquins, il y a un marché à pénétrer. Oui, c'est des coquins, mais moi je suis plus tordu qu'eux. Donc, j'irai les chercher. Non. Mais oui, bien sûr, il y a toujours moyen de frauder, il y a toujours moyen de passer au travers, mais clairement, on luttera contre. La première chose, c'est en effet
l'identification. La deuxième chose, c'est la release, donc cette autorisation d'utilisation de droit à l'image. Ça, il nous le faut. Et ça, je vérifie. C'est-à-dire qu'on vérifie qu'on a bien les modèles qui ont signé et qu'on a bien la copie du passeport. Alors, je sais, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est comme quand vous allez n'importe où et que vous devez vous identifier. Enfin, voilà, on peut toujours contourner. Après, le fait d'avoir les identifications, vous savez, ce que je vous disais tout à l'heure avec le QAW et QAT, les analyses de transactions et de wallet, franchement, on arrive très bien à suivre aussi tout ce qui se passe en termes de transactions. Et il y a des personnes, on les met sous vigilance. Moi, on a un scoring de créateurs, d'utilisateurs, à partir d'un certain montant de transactions, à partir d'une certaine irrégularité, oui, on va regarder. On va forcément regarder, on va creuser et on va demander à rendre des comptes. Je faisais pareil à la bourse. À la bourse, quand on avait des mouvements qui étaient irréguliers, qui étaient bizarres ou qui étaient sous surveillance, on demandait plus d'infos. Et puis, au besoin, on demande à la personne voilà, une entrevue, mais on fera en sorte de lutter contre les réseaux de proxénètes. La prostitution en soi n'est pas... là, je passe sur la prostitution. La prostitution n'est pas illégale. Hein, c'est juste le client qui n'a pas le droit. Bien, je peux que dire ça. Non, il ne doit pas y avoir de prostitution sur notre plateforme, comme il ne doit pas y avoir de proxénète non plus. POCMI n'est pas faite pour ça et ne sera pas faite pour ça. Et clairement, on va investiguer si jamais il y a quoi que ce soit. Voilà. On peut relier une prestation sexuelle en NFT. Bonne question, merci de l'avoir posée. Franchement, non, on fait du contenu. On peut éventuellement lier à un objet physique qui va être une, je sais pas moi, une culotte ou une paire de chaussures, comme on a déjà eu à faire. Mais sur une prestation sexuelle, non. On a eu une fois, c'était au tout début, un dîner avec Nephaël. Elle a vendu un NFT, c'était un dîner avec Nephaël. Ça s'est passé comment? C'est-à-dire qu'on l'a encadré, ce dîner. On l'a encadré, on était présents, il y avait du monde pour justement éviter tout débordement. Donc non, il n'y aura pas de prestations à caractère sexuel. Ça ne fait pas partie de la plateforme. Ça ne fait pas partie du business model et ce n'est pas l'objet de la boîte. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à vos questions. Je regarde en même temps là s'il y a autre chose. Voilà, vous pouvez poser toutes vos questions. Merci Gaëlle. Vous pouvez poser vos questions si vous en avez encore. J'imagine que c'était assez dense, mais j'ai tenu en 1 heure. Hein. C'est bien, hein, je ne pensais pas. C'était dense. Nouveau t-shirt. Non, alors celui-ci, je l'ai récupéré. Je me suis salie ce midi. Voilà, donc je l'ai récupéré dans la réserve. Je le lave ce week-end et je le ramène lundi dans la réserve puisque nous avons un inventaire. Voilà. Je me suis engagée, je le fais. Ah non, Pokémon Holder, non, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que je dois le ramener d'ailleurs. Voilà, mais moi je n'ai pas le droit de le garder. C'est comme ça. Alors, Metabella, non, moi j'ai pas de nouvelles. Désolée, parfois je suis un petit peu loin des opérations, mais parce que je suis plongée dans d'autres sujets. En ce moment, le sujet CB m'occupe beaucoup. Beaucoup. Voilà, à trouver des prestataires. Je ne vous cache pas que trouver des prestataires quand vous faites et de la crypto et du porno, c'est plus que compliqué. Donc on tente, voilà, avec de nombreux, très très nombreux prestats, mais on y arrive. Là, je pense qu'on a réussi. Voilà. Discours fluide intéressant, c'est gentil. J'ai essayé de faire et fluide et clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas. On nous a dit, Aurélien, notre crypto-trader, nous a dit il n'y a pas longtemps il fallait qu'on communique plus. Donc on s'est engagé à communiquer un petit peu plus sur les différents réseaux. Donc voilà, on est un peu plus joignable. Si jamais vous avez des questions, en tout cas les modos savent où me trouver. Ça c'est certain. Oui, sur le Presta, c'est bon, ça va, mais
mais c'est du boulot. Non, je pense que c'est suffisant pour tout le monde. Bon, je vais peut-être vous laisser aller prendre l'apéro, vous remettre. C'était 1 heure, c'était un peu un rush. Je suis désolée, mais je pense qu'il était important qu'on remette tout à plat sur les innovations POCMI, sur ce que je fais, ce qu'on fait ici au niveau légal. C'est pas du superflu. Franchement, il y a du boulot, il y a vraiment de quoi nous occuper. Et voilà. Et la prochaine fois, on abordera d'autres points, d'autres questions. Si vous voulez que je revienne sur d'autres points abordés aujourd'hui, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite si vous n'avez pas d'autres questions, apparemment non, super. Je vous laisse. Je vous souhaite un très bon week-end, très bon vendredi soir, très bon week-end à tous. Et puis à lundi, bonne heure et de bonne humeur. Voilà, bon week-end. Bye bye. Au revoir. POCMI